Bonjour à tous les amis, voici la traduction de Candace Owens comme d'habitude. C'est l'épisode d'hier, donc du jeudi 9 octobre 2025. Je vous souhaite un bon visionnage. Très bien les amis, bon jeudi à tous. C'est la dernière émission avant que je prenne une pause bien méritée et ça va être une bonne émission. Comme toujours, alors que nous poursuivons cette enquête, nous nous rapprochons définitivement de la vérité. Alors, de quoi nous souvenons-nous? Eh bien, on nous a dit que Charlie avait simplement des os solides, que c'était un miracle que la balle ne lui ait pas arraché le cou et que sa colonne vertébrale l'avait arrêté d'une manière ou d'une autre. Je peux maintenant officiellement démystifier ce scénario à la Marvel. Et donc, nous concentrons notre enquête sur ce qui s'est réellement passé le 9-10, car j'ai de nouvelles informations et je vais les présenter au public aujourd'hui. De plus tard dans l'émission, Josh Hammer fera son apparition. Vous savez, c'est lui qui pense que tous les hommes blancs, tous les hommes européens blancs sont antisémites. Eh bien, il publie maintenant des messages textes entre lui et Charlie qui ne prouvent littéralement absolument rien, si ce n'est que Josh Hammer est un idiot et n'a pas réalisé que les messages textes rendent son histoire encore moins crédible d'une certaine manière. La bonne nouvelle, c'est qu'au moins, il n'a pas fait la promotion de son livre. Bienvenue de retour sur Candice. Bon, les amis, par où commencer? Évidemment, nous avons beaucoup de choses à analyser avant que je parte en vacances. J'ai hâte de lire. J'ai aussi hâte de traiter toutes les informations qui me parviennent et de faire plus de recherches. L'endroit où nous devrions commencer l'émission d'aujourd'hui, c'est avec, avant tout, je dois vous dire dès le début que je ne peux pas vous dire exactement d'où proviennent les informations ou quelles parties ont été impliquées dans le fait de me donner ces informations, car je ne veux causer de problème à personne. Mais je peux dire que j'ai vérifié de façon certaine quelque chose concernant la blessure que Charlie a subie au cou, et je pense que cela va grandement aider ceux d'entre nous qui enquêtent, ceux qui veulent moins des réponses, ceux qui consacrent leur temps à cette affaire, parce que ce que les autorités nous disent est tout simplement incroyable. Comme l'ont dit John et Irina Mappin, c'est tout simplement incroyable. Nous voulons également nous assurer que nous présentons des preuves et que nous réfutons les arguments des uns et des autres lorsque c'est possible, afin que nous puissions tous, collectivement, nous concentrer et construire à partir des faits dont nous disposons dans le cadre de cette enquête décentralisée. Il s'agit de la blessure, d'accord? Donc, Andrew Colvett disait « Je peux vous l'assurer » en partie la vérité lorsqu'il a écrit ce très long tweet dans lequel il a tenté d'expliquer pourquoi il n'y avait pas de trou de sortie. Vous vous souvenez de cela? Pour faire court, il a dit « Je vais le lire ». Je veux aborder certains points concernant l'absence de trou de sortie à propos de l'absence de trou de sortie chez Charlie. D'habitude, je ne m'intéresse pas à ce genre de discussions en ligne et je m'excuse si c'est un peu graphique, mais dans ce cas, le fait qu'il n'y ait pas eu de trou de sortie est probablement un autre miracle et je veux que les gens le sachent. Je viens de parler avec le chirurgien qui s'est occupé de Charlie à l'hôpital. Il a dit que la balle aurait absolument dû traverser, ce qui est tout à fait normal pour une munition de haute puissance et à grande vitesse. J'ai vu des blessures causées par ce calibre de nombreuses fois et elle traverse toujours tout. Cela aurait pu abattre 1 ou 2 orignaux, un élan, etc. Mais là, elle n'a pas traversé. Le corps de Charlie l'a arrêté. J'ai mentionné à son médecin qu'il y avait des dizaines de membres du personnel, d'étudiants et d'invités spéciaux debout juste derrière Charlie, de l'autre côté de la tente, et il m'a répondu que c'était un véritable miracle que personne d'autre n'ait été tué. Son os était tellement sain et sa densité tellement impressionnante qu'il est comme l'homme d'acier. La balle aurait simplement dû traverser de part en part. Elle aurait probablement tué aussi ceux qui se trouvaient derrière lui. Au final, le coroner a effectivement retrouvé la balle juste sous la peau. Même dans la mort, Charlie a réussi à sauver la vie de ceux qui l'entouraient. Remarquable. Miraculeux. Maintenant, gardez ça en tête une seconde, car c'est vraiment à ce moment-là. Son os était tellement sain et sa densité tellement impressionnante qu'il est comme l'homme d'acier. Qu'on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Beaucoup de choses ne vont pas. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi un chirurgien dirait quelque chose qui, en réalité, ne pourrait être vraiment expliqué que par le médecin légiste, quelqu'un qui se spécialise en médecine légale. Oui, un chirurgien peut vous dire, ou en fait n'importe quelle personne avec un peu de bon sens peut vous dire que la densité osseuse est meilleure quand on est jeune, mais là, ça semblait un peu trop théâtral. Maintenant, je peux vous dire que la partie où il dit la vérité, c'est que le coup de Charlie, en effet, a bel et bien arrêté la balle, sans aucun doute. D'accord. Et cela va dissiper beaucoup de théories qui circulent. Et je vous le dis à 100%, Charlie Kirk a été touché par balle de face et la balle n'est pas ressortie. Il est important de noter que au moins un fragment de la balle a été retrouvé dans son cou.
et je vais vous dire exactement d'où il a été extrait. J'ai vérifié cette information auprès de plusieurs sources. En fait, j'ai gardé ça pour moi jusqu'à présent. Depuis un peu plus d'une semaine à peu près. Alors imaginez, presque aligné avec votre omoplate, juste au centre. Maintenant, pourquoi est-ce utile? Parce que cela nous donne la trajectoire de la balle, d'accord? Elle est entrée ici, là où vous l'avez vue, elle a été arrêtée et un fragment a été retiré. Imaginez si vous touchez simplement votre colonne vertébrale alignée avec votre omoplate. Cela nous amène évidemment à la partie dont on ne parle peut-être pas franchement. Ils n'ont pas retrouvé de balles provenant d'un 30-06. Ils n'ont pas retrouvé de balles provenant d'un 30-06. Ça ne s'est tout simplement pas produit. D'accord. Ils ont trouvé une balle de 30-06. Le certificat de décès de Charlie l'aurait certainement indiqué. Dans les cas de suicide, pour ne citer qu'un exemple, les médecins légistes, n'hésitez pas à intervenir. J'en ai consulté pas mal. Mais lorsque l'arme et la balle sont connues, elles sont mentionnées sur le certificat de décès. D'accord? Il n'y a rien d'indiqué sur le certificat de décès de Charlie Kirk parce qu'ils n'ont pas retrouvé de balles provenant d'un 30-06. Chasseurs et militaires, réjouissez-vous. Il s'avère que le bon sens prévaut toujours. Fait la loi, d'accord? Vous aviez raison. Vous aviez totalement raison. Et c'est pour ça que je déteste la politique, parce qu'elle nous oblige à accepter l'idée que nous sommes tous nés de la dernière pluie, que la vie peut vraiment n'être qu'une bande dessinée Marvel avec des gens qui sont, enfin, plutôt DC Comics, où il y a des hommes d'acier capables, parce qu'ils sont jeunes, d'arrêter 3000 livres d'énergie, qui leur foncent dessus. Ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, où est-ce que ça nous mène, les gars? Eh bien, ce qui devient maintenant extrêmement suspect, c'est que Andrew affirme avoir eu une conversation avec le chirurgien qui a suggéré que c'était vraiment un miracle chrétien moderne, que Charlie était simplement jeune et que ses os étaient très denses, ce qui le rendait d'une certaine façon plus fort qu'un buffle du Cap. Avec assez de pompes et d'asperges, vous aussi pouvez arrêter 1500 kilos d'énergie qui vous foncent dessus. Qu'est-ce qu'on doit en penser? Qu'est-ce qu'on doit penser du fait que Charlie n'a en réalité pas fait ça? Cela signifie évidemment qu'il a été touché par un tout autre type d'arme. D'accord? Le genre d'arme pour laquelle il serait logique que la balle ne l'ait pas traversée. Le genre pour lequel cela aurait du sens. Celui où, à part une artère qui a littéralement explosé à l'avant, il n'y a pas eu, vous savez, son cou n'a pas explosé, alors que l'arme en question, celle avec laquelle on essaie de nous faire croire que Charlie a été tué, aurait traversé environ 7 coups. D'accord. Vous vous souviendrez que tout au long de tout cela, ou plutôt pendant ce chaos, il y avait des gens qui insistaient, d'ailleurs ils étaient sur place, les témoins qui insistaient, qu'ils avaient entendu plusieurs coups de feu. C'est un autre élément de cette histoire. Mais ces personnes-là ne sont pas celles qui ont eu droit à des interviews dans les médias traditionnels. En fait, un gars, et ça a un peu fait le buzz à l'époque, s'est même fait bousculer physiquement et n'a pas eu la possibilité de s'exprimer du tout. Ils l'ont fait taire. Si on se contentait d'examiner la situation, on aurait vraiment dit que c'était des employés, du personnel ou des étudiants de Turning Point. Ils l'ont intimidé pour qu'ils ne disent pas ce qu'ils pensaient s'être passé. Écoutons cet extrait qui est devenu viral. J'étais probablement debout au 3e rang en bas. Je l'ai vu. J'ai entendu le coup de feu retentir. J'ai regardé à ma gauche, puis j'ai regardé à ma droite. Je l'ai vu s'affaisser en avant sur sa chaise. Il s'est affaissé. Il avait du sang qui coulait du côté gauche de son cou sur sa chemise. Il s'est affaissé et il a été emporté. Lâchez-moi, s'il vous plaît, je vous en prie. Lâchez-moi. Les émotions sont très fortes en ce moment. C'est certain que les émotions étaient à leur comble. Il essayait simplement de parler et de dire ce qu'il avait vu. Et c'est intéressant, si on réfléchit à ce qu'il a dit là, il a dit « J'étais au 3e rang, n'est-ce pas ?» Et un coup de feu a retenti. J'ai regardé à ma gauche puis à ma droite. Maintenant, on ne sait pas exactement où il se tenait. Mais si un tir, un fusil à haute puissance, venait de 250 yards derrière vous, vous regarderiez probablement d'abord en arrière, non? C'est du bon sens. Si vous entendiez le bruit venir de derrière vous, vous vous retourneriez probablement même avant que votre cerveau ne réalise ce qui se passe. Votre instinct serait de vous baisser et de vous assurer que vous n'allez pas être touché par quelque chose qui vient de derrière vous. Maintenant, pour clarifier immédiatement ici et à nouveau démystifier certaines autres théories du complot sur Internet.
ce n'est pas Andrew Colvett dans cette vidéo. Beaucoup de gens se demandaient, est-ce qu'il s'agit d'Andrew Colvett de Turning Point USA caché sous un chapeau? Ce n'est pas vrai. J'ai parlé à Andrew ce jour-là, en personne. Il a effectivement pris l'avion pour l'Utah après que la fusillade ait eu lieu. Il n'était donc pas sur place. Mais la personne qui apparaît dans cette vidéo, dès que j'ai publié une photo en disant que je voulais identifier cette personne, son ami a d'abord laissé un commentaire désagréable du genre « Pourquoi tu essaies de t'occuper de ce type ?» Il a fait ce qu'il fallait. Comment osons-nous poser des questions? Comment osons-nous essayer d'obtenir le témoignage de quelqu'un d'autre ce jour-là? Ensuite, il m'envoie un message en privé parce que j'avais pris contact et je lui dis que j'essaie juste de confirmer l'histoire. Et j'ai pris contact et il me dit, eh bien, et là je paraphrase, il ne veut pas te parler. Il ne veut pas parler aux médias parce qu'on lui a dit de ne pas parler aux médias, car il a déjà causé des problèmes au chapitre Turning Point en s'exprimant dans les médias. Et il ne veut tout simplement pas refaire ça. Et j'ai dit, ça me paraît très étrange. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu as une personne de TPUSA qui ne peut pas s'exprimer sur certains sujets. Il y avait plein de gens qui parlaient de leurs témoignages. C'est très étrange. Juste après la fusillade, tu es en train de me dire que Turning Point USA, a envoyé un message disant à tout le monde de ne pas parler aux médias. C'était d'ailleurs son excuse pour expliquer pourquoi il a fait taire ce gars-là. Les gens disaient, tu sais, qu'ils n'avaient pas le droit de parler aux médias. Donc, ils faisaient simplement ce qu'on leur avait dit de faire. Eh bien, c'est plutôt intéressant. Tu devrais savoir que j'ai ensuite découvert que la personne qui a bousculé n'est avant tout pas un employé de Turning Point USA. En plus de cela, il n'est pas étudiant à l'UVU. Il n'est donc pas non plus un étudiant de Turning Point USA. En réalité, il a été amené comme bénévole, ce que j'ai trouvé assez étrange. Écoute, j'ai fait beaucoup d'étapes sur des campus et en général, c'est le chapitre de cette école qui s'occupe de tout. C'est le chapitre qui gère tout. Pour les événements plus importants, il collabore bien sûr avec d'autres organisations. Et c'est possible, je suppose, mais ça m'a paru étrange qu'un bénévole ait le cran de faire taire un étudiant de cette façon, de manière aussi agressive. J'imagine que Turning Point dirait à ses bénévoles de ne pas avoir de contact physique avec les étudiants sur le campus. Mais qu'est-ce que j'en sais? J'ai juste du bon sens. Alors, comment puis-je savoir qu'il n'est pas un employé de Turning Point USA et qu'il n'est pas un étudiant de l'UVU ou de Turning Point USA? Et parce que malgré le fait qu'il ait empêché un étudiant de parler de ce qu'il avait entendu, ce jeune homme qui s'appelle Cooper, et je suis très à l'aise de vous le dire parce que, il est allé sur Fox News ce soir-là même pour fournir un témoignage oculaire sur exactement ce qu'il a entendu et ce qu'il a vu, parce que apparemment c'était lui qui tenait le micro lorsque le coup de feu a retenti. Écoutez ce qu'il a dit à Jesse Waters la nuit du Cooper Braun. C'était un bénévole de l'événement qui se trouvait à quelques mètres de Charlie lorsqu'il a été abattu. Cooper, que s'est-il passé? Oui, cela nécessite un peu de connaissances de base, mais je travaille pour une organisation appelée Leadership Institute. Et ce que nous faisons, c'est que nous travaillons main dans la main avec tous les différents groupes de coalition conservateurs sur les campus universitaires. Ainsi, les Jeunes Américains pour la liberté, les étudiants pour la vie et les Turning Point USA. Et donc, à Utah Valley, nous étions vraiment, vraiment ravis de pouvoir accueillir Charlie Kirk ce semestre. Et nous avions passé des semaines et des semaines à recruter des bénévoles, à faire la promotion de cet événement. Et nous étions tellement enthousiastes à l'idée d'accueillir Charlie Kirk dans cette université. Et puis, malheureusement, cela a dû se terminer dans une tragédie absolue. Donc, j'essaie de contacter cette personne une fois que j'ai réalisé que non seulement il avait parlé le soir même, mais qu'il était aussi intervenu sur Fox News le lendemain, ce qui voudrait dire que qu'a fait Turning Point USA? Je n'ai pas la réponse, je pose sincèrement la question. Ont-ils dit de parler à cette personne qui n'est en réalité pas un étudiant de TPUSA, mais qui était là? Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais le lendemain, effectivement, il est de nouveau apparu sur Fox News. Et je ne sais pas si nous avons cet extrait, Skylar, mais si c'est le cas, lançons-le. Ce jour-là, nous avions une trentaine de bénévoles étudiants qui avaient des rôles attribués pour aider à distribuer des produits dérivés de Turning Point USA et à inscrire des gens pour l'événement. Et ma responsabilité lorsque l'événement a réellement commencé était d'aider à gérer simplement le micro.
Donc, quelque chose d'aussi simple que de le monter ou de le baisser en veillant à ce que les étudiants puissent parler dedans clairement. Et j'ai pensé que c'était une occasion fantastique d'être vraiment, vraiment proche, de pouvoir assister à tous les échanges incroyables qui allaient avoir lieu sur le campus. Il y a quelque chose, mais c'est à propos de Cooper Brown qui, pour moi, reste un peu mystérieuse à ce stade. Tout d'abord, vous fournissez un témoignage. Vous commencez à faire le tour des plateaux de Fox News. Vous êtes une cible légitime, d'accord? Je vais commencer à poser des questions parce que j'ai besoin de tout savoir. Tout doit parfaitement s'intégrer dans ma chronologie. Donc, en essayant de le contacter et en publiant publiquement que j'essayais d'identifier cette personne, j'ai reçu une tonne d'emails. Un email disait « Hey, en fait, je suis son cousin et voici son numéro. » J'ai alors remarqué que ce cousin vit justement à Phoenix, en Arizona. Je suis donc allé vérifier quelques profils sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé quelques personnes du nom de Brown, mais elles vivaient toutes à Phoenix, en Arizona. D'accord, peut-être que cette personne vient de Phoenix, en Arizona. En fait, quand j'ai consulté ce qu'il présente comme son CV sur ce site, où il affirme travailler avec cet institut, je n'ai pu vérifier aucune des informations. Il est allé à l'école dans un tout petit collège du New Hampshire. Je viens du Nord-Est. Si tu vas à l'école dans le New Hampshire, surtout si ce n'est pas à l'université du New Hampshire, tu peux parier que tu es du coin. Donc, je cherche un jeune du New Hampshire qui irait dans cette toute petite école. J'ai trouvé quelqu'un avec ce nom, mais en fait, c'était une fille qui portait ce nom et qui a été diplômée l'année qu'il dit avoir obtenu son diplôme. Il ne me donne pas l'impression de venir juste d'être diplômé de la fac, mais après son CV, c'est le cas. Et le numéro qu'elle me donne, ce qui est la première chose qui me paraît étrange, c'est « Est-ce un numéro de l'Utah ?» Enfin, pardon, c'est un numéro basé à Phoenix. Donc je me demande qui est cette personne? Et pourquoi ce numéro est-il lié à quelqu'un d'autre qui a 32 ans et porte le même nom de famille? Je ne sais pas. J'ai l'intention d'obtenir ces réponses, mais il y a quelque chose ici qui me semble un peu étrange, surtout étant donné le fait qu'en tant que bénévole, comme il le dit, ils ont décidé de lui laisser tenir le micro. C'est censé être une sorte d'honneur. Lors des événements à l'Utah Turning Point USA, les jeunes travaillent vraiment dur pour organiser ces événements. C'est eux qui décident qui va tenir le micro. Ils ont choisi un bénévole. Je ne sais pas, mais je vais le découvrir. D'accord? Je ne sais pas, mais je vais le découvrir. Donc, si vous êtes allé à la Southern New Hampshire University avec ce Cooper Brown et que vous avez étudié la politique avec lui et que vous pouvez apporter des éclaircissements, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Je pose à nouveau ces questions publiquement, parce que nous n'obtenons aucune réponse de Turning Point USA, ni des autorités fédérales, ni de quoi que ce soit qui ait un sens pratique dans ce scénario. Pourquoi tout était-il si neuf ce jour-là? Maintenant, pour ceux d'entre vous qui sont encore troublés par ce que je viens de vous dire, à savoir que c'est un fait, Charlie a été abattu de face. Donc, nous connaissons la trajectoire des balles. Il n'y a pas de supercherie ici. Il n'y a pas de balle magique. C'est une arme plus petite, d'accord? Vos oreilles ne vous ont pas trompé. Mes oreilles ne m'ont pas trompé. Nous avons bel et bien entendu un son très reconnaissable de coups de fusil. Mais je vous dis que Charlie n'a pas été touché par ce fusil. Et il n'existe aucun rapport du médecin légiste ni aucun certificat de décès qui stipulerait le contraire. Cela n'existe pas. Alors, sur quoi exactement les fédéraux basent-ils leur dossier? Sur des impressions ou une pure corruption? Parce que je pense que c'est peut-être la seconde option. Et qui serait la personne capable de faire en sorte que ça colle? Écoutez, j'ai reçu un tuyau. Et devinez quoi? Il y avait une autre personne dans cette distribution interminable et toute nouvelle de personnages qui était également impliquée dans cette histoire. Et cette personne m'a dit par email que c'était quelqu'un sur lequel nous devrions nous pencher davantage. C'est le médecin légiste. C'est une femme nommée Dr. Deidre Weiss Amaro. Elle s'appelle Deidre Weiss Amaro et elle est arrivée de Californie. Elle a été nommée nouvelle médecin légiste d'État en mai 2024. Je suis désolée, elle vient du Missouri. Je crois qu'elle a aussi travaillé à un moment donné en Californie et elle a été annoncée comme la nouvelle médecin légiste de l'État de l'Utah en mai 2024. Donc, je suis intéressée d'en apprendre autant que possible sur cette médecin légiste. J'aimerais en savoir plus sur cette médecin légiste. Et si vous avez quelque chose, vous savez, ou si vous avez personnellement une histoire à raconter, n'hésitez pas à nous l'envoyer à moretipsycandiceowens.com. Maintenant.
Il est possible, compte tenu de ce que nous savons sur les opérations de type fédéral et sur la fusillade de JFK, à propos de laquelle on ne nous permet toujours pas de dire la vérité, même si nous savons tous quelle est la vérité, qu'il y ait souvent des leurres, même des bruits de leurres, et qu'il est tout à fait plausible qu'il y ait eu plusieurs personnes présentes ce jour-là qui ont peut-être appris, même à la dernière heure, laquelle d'entre elles allait tirer, n'est-ce pas? Il est probable qu'un coup de fusil ait été tiré pour étouffer le bruit d'une arme plus petite qui devait peut-être, en quelque sorte, si nous considérons la trajectoire que je vous raconte, d'ici à ici, venir de l'avant de Charlie. Et je dirais que c'est maintenant mon opinion bien informée, une opinion bien informée, que nous recherchons une personne qui était beaucoup plus proche de Charlie et probablement dans le public. Cela va très loin, soit dit en passant, en termes d'essai d'explication de la raison pour laquelle il cache peut-être les images derrière la tête de Charlie. C'est peut-être la raison pour laquelle ces images étaient si cruciales, d'abord et avant tout, ainsi que des tonnes d'autres caméras. Celui-là est attrapé en premier. Il me semble qu'il y a beaucoup de dissimulation et qu'il y a définitivement beaucoup de mensonges. Je vous l'ai dit, Tyler Boyer a menti. Il a juste menti. La personne qui a retiré les caméras n'a absolument pas reçu l'ordre de le faire de la part des forces de l'ordre. Ce n'était tout simplement pas le cas. D'accord. Alors pourquoi dire ça? Aussi, pourquoi attraper d'abord celle qui était derrière sa tête? Parmi toutes les caméras, pourquoi celle-là en premier et avant tout? Et quand je repense à l'extrait qu'on m'a montré, il était plus sur la droite. En fait, je pense qu'il y a un angle mort remarquable sur la gauche de Charlie. C'est pourquoi je demandais si quelqu'un avait des images, pas des images, si vous êtes assis là à filmer dans ce sens. Mais si vous êtes Charlie, je veux voir ce qu'il aurait vu en regardant légèrement sur sa gauche. D'ailleurs, malgré le fait que nous avions cette incroyable galerie de personnages, tous ces gens liés à l'ingénierie de Caldera qui ont réussi à passer dans les médias grand public pour parler de ce qu'ils avaient entendu, il y avait en réalité un témoin oculaire sur place qu'on ne pouvait pas écarter et qui a pu se rendre sur Fox News immédiatement après pour donner une description de l'endroit d'où il pensait que le coup de feu provenait. Et c'est Jason Chaffetz, n'est-ce pas? Jason Chaffetz est un ancien homme politique et un contributeur de Fox News qui a été témoin de cet événement parce qu'il vient de l'Utah. Il a assisté à cet événement. Apparemment, il était en contact avec Charlie avant l'événement. Et je dois dire que parmi tous ceux présents ce jour-là, c'est peut-être l'une des rares personnes dans les médias grand public qui m'a semblé véritablement bouleversée par l'événement. Il est intervenu en direct, racontant ce qu'il avait vu, ce qu'il avait entendu, ce à quoi il s'attendait. Et il répondait, parce qu'il était sur plusieurs émissions, en réfutant l'idée que le tir venait de loin. C'est très intéressant à considérer. Il y a tout un groupe de jeunes qui essaient de s'exprimer et qui se font censurer. Et il y a tout un tas de personnes à qui on donne une tribune et qui semblent étranges, non? Tiffany Barker dans Good Morning America, l'ambiance était bizarre là-bas, d'accord? Je ne lui attribue pas forcément de mauvaises intentions, mais ça ne semblait pas juste. Jason Chaffetz, en revanche, quand j'ai regardé les images, il avait vraiment l'air bouleversé par l'événement. Écoutons où Jason Chaffetz dit qu'il pense que le tir est venu. Écoutez bien. En étant là, en le voyant de près, il m'a semblé que c'était un tir rapproché. Le lieu est tel qu'il y a un bâtiment administratif de 4 étages au sud. Les autres bâtiments autour ne sont pas aussi hauts, mais on pouvait être au 2e étage et regarder Charlie. La police avait déplacé les gens. Il y avait des personnes qui se trouvaient au-dessus de Charlie. Donc cette marquise que vous voyez là, il y a un endroit où l'on peut se tenir, mais la police a déplacé les gens sur les côtés. Et donc on ne pouvait pas être juste au-dessus de l'endroit où vous étiez. Mais si je devais deviner, et encore une fois, c'est encore à chaud, mais si je devais deviner et faire une déposition à la police ici, maintenant, aujourd'hui, tu vois où est cette eau? Il m'a semblé que c'était à proximité immédiate, droit devant, juste dans cette zone. Oui, on la regarde. Je devais encore deviner. C'est assez intéressant. Et puis ailleurs, quand il est sur Fox News et que des gens disent ouais, que le tir venait du bâtiment Losey, il n'y croit pas. Il n'y croit pas. Au fait, Jason Chaffetz, il a été honnête sur son parcours. Ses parents travaillant pour le gouvernement, ils sont littéralement au FBI. Donc il vous dit que le tir était plus proche. Alors qu'est-ce qui se passe?
et aussi pourquoi tout le monde ment. Je veux être très clair. Il est possible que les gens de Turning Point soient tout simplement terrifiés. C'est clairement une possibilité ici. Ils sont bien conscients de ce dont ces gens sont capables. Et peut-être qu'ils essaient juste de s'en sortir. On leur dit quoi dire et quoi faire. Et ils veulent préserver la paix. Mais voici ce que je pense qu'il s'est passé. Je pense qu'accidentellement, j'ai ruiné le récit du FBI. Je pense que le plan était de ne jamais permettre la diffusion des images de dos de Charlie pour voir le jour. Cela n'a jamais été autorisé à voir le jour. De cette façon, ils allaient dire qu'ils avaient retrouvé une balle de 30-06, n'est-ce pas? Immédiatement, nous avons retrouvé une balle de 30-06. Peut-être qu'en creusant, ils sont tombés dessus et elle est passée à travers. Nous n'en aurions rien su. Nous n'y aurions vu que du feu, n'est-ce pas? Personne d'autre ne nous dit rien, ni ne nous montre rien. Et je pense qu'ils allaient me dire, ou alors l'autre option, que ça lui avait complètement arraché le cou. Nous n'y aurions vu que du feu. Mais ensuite, j'ai regardé et ce qui m'a frappé, c'est que non seulement la balle n'a pas traversé, mais il n'y avait pas une seule goutte de sang sur la chemise d'un blanc éclatant de Charlie jusqu'à ce qu'il tombe hors du champ et sur le sol. Je pense que nous avons accidentellement gâché ce qu'ils allaient essayer de faire pour monter ce coup. Je pense qu'ils voulaient que ce soit une histoire de calibre 30-06. Et maintenant, ils vont avoir beaucoup de mal à faire passer ça. Devant un tribunal, ça a paniqué. Il a essayé de trouver une explication. Tu dis que c'est un miracle. Je ne pense pas que ce soit le cas. De toute évidence, ce n'était pas un miracle. Je pense qu'il est probable que ce que nous devrions chercher, ce sont 2 personnes qui avaient des armes ce jour-là. Quelqu'un qui était dans le public, quelqu'un d'autre qui se trouvait ailleurs avec un fusil. Cela explique aussi pourquoi, d'ailleurs, quand je regarde, il y a tellement d'adultes. Il n'y a aucun étudiant de l'UVU qui a été mentionné dans les grands médias. Cooper n'est même pas un étudiant de l'UVU, ce n'est pas non plus un étudiant de TPUS. Pourquoi n'ont-ils pas pu trouver d'étudiants de l'UVU pour dire ce qu'ils ont entendu et vu ce jour-là? Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que je vous ai déjà parlé de Nick qui m'a aidé sur le terrain. Et l'une des premières choses, comment est-ce qu'il m'a dites, c'est que j'avais l'impression qu'il tournait autour, les fédéraux tournaient autour et ils essayaient d'implanter des souvenirs dans nos têtes. Donc il disait, j'avais l'impression qu'il y avait des gens qui se promenaient et qu'on ne reconnaissait pas. Et il disait, tu as entendu un coup de feu? On a entendu un coup de feu. Et il disait, je sais que ça paraît bizarre et complotiste, mais on dirait qu'ils essayaient de nous faire croire que c'est ce qu'on avait entendu. Et c'est intéressant aussi, parce que tu te souviens quand Phil Lyman nous a donné ces images et qu'il sort de ce bâtiment, les 2 désormais célèbres filles gothiques qui ne sont pas du tout gothiques et qui portent juste du noir, elles disent qu'elles ont entendu 2 coups de feu. Elles ne sont jamais passées sur Fox News. Elles ne sont jamais passées dans les médias traditionnels. Mais elles aussi ont dit qu'elles avaient entendu 2 coups de feu. Écoutez. Tu vois d'où ça venait? C'était juste ici, non? Oui. Que puis-je dire, les gars? Je pense qu'il est assez évident que notre instinct à ce sujet était juste depuis le tout début. Nous devons probablement maintenant chercher un tireur qui se trouvait dans le public, sur la gauche. Je vous ai vu, les gars. J'ai vu un type, Alex Jones. Il a créé tout un schéma et a expliqué, il a tout fait sur un ordinateur pour montrer où la trajectoire devait aller. Nous avons encore besoin de vous, les YouTubers spécialisés en balistique, les amateurs d'armes, les passionnés, les militaires, toutes ces personnes qu'on écarte en disant que vous n'avez pas le droit de faire des vues. Non, s'il vous plaît, faites des vues. Expliquez-nous ce que vous savez dans cette agence d'intelligence décentralisée. Avec les informations que je vous donne, d'accord, à moins qu'on ait une balle qui rampe comme un catcheur de la WWE, les balles partent tout droit. Et celui-là est allé directement vers l'avant. Côté inférieur gauche de son cou, a essentiellement fait exploser son artère et n'est pas ressorti par l'arrière. Mais c'est là qu'un fragment de balle a été retrouvé. Alors, trace-nous un plan. Il y a autre chose que j'aimerais souligner et qui devient intéressant, et cela concerne Caldera Engineering. Ingénierie de la Caldera,
Maintenant, j'ai dit dès le début que cette entreprise était louche. Cela m'a signalé comme étant bizarre. Tout ce que j'essayais de faire à ce moment-là, ce n'était pas de m'intéresser à Caldera Engineering, mais plutôt de retrouver les images. Erwin Steele, ce style-là, il y avait tellement de styles impliqués. Il s'avère que les styles ont une grande place chez Caldera Engineering. Et il y a des choses qui ne collent pas avec cette entreprise, d'accord? Ça ne colle tout simplement pas avec cette entreprise. Et je peux vous dire que je recevais des informations de la part de personnes qui travaillent avec des vannes, qui sont dans l'industrie depuis 30 ans, qui vivent à proximité et qui disaient « Je n'ai jamais entendu parler de Caldera Engineering. Ce n'est pas normal. Je n'ai jamais entendu parler d'eux. Je n'ai jamais travaillé avec eux. Je n'ai jamais reçu aucune de leurs vannes. Il y a quelque chose qui cloche ici, non? Je savais que quelque chose n'allait pas, mais on ne peut pas toujours se fier uniquement à « On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » Il faut qu'on découvre exactement ce qui ne va pas ici. Ensuite, j'ai aussi décidé de pousser l'enquête un peu plus loin. Une autre personne nous a donné un tuyau et a dit « Hey, savais-tu qu'il y a littéralement quelqu'un qui travaille chez Caldera Engineering et qui est un acteur professionnel? » Aucune expérience en ingénierie, il a fait des études de théâtre, a travaillé dans le théâtre, il a joué dans des pièces, il a participé à des pièces de théâtre. J'ai tout examiné, j'ai tout passé en revue. Je me disais, mais ça n'a aucun sens. Pourquoi est-il soudainement chez Caldera Engineering? Ce n'est même pas plus tard dans sa vie, c'est juste que, de façon aléatoire sur son CV, il y a Caldera Engineering. Pourquoi embauche-t-il des acteurs gays? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à cette question. Je vous le dis, les gars, voilà sur quoi je suis tombée. Ensuite, quelqu'un nous a envoyé un email et c'était étrange. Nous n'avons pas pu corroborer cela. Nous pouvons vous dire que le lien était réel et mais nous ne savons pas si Internet a récupéré des informations erronées. Mais il y avait un individu israélien qui était mentionné comme le fondateur de Caldera Engineering. Nous savons évidemment que Caldera Engineering avait indiqué, selon leur site web, qu'ils avaient réalisé des projets en Israël. Je ne sais pas sur quel projet ils ont travaillé. Nous n'avons pas pu corroborer pour l'instant que cette personne travaille toujours dans l'entreprise. Nous ne savons pas si c'était accidentel. Parfois, Internet peut faire des choses étranges, récupérer des informations et les placer là où il ne faut pas. Cette personne en particulier a une très longue expérience en ingénierie en Israël. C'est peut-être parce qu'ils travaillent ensemble. Et c'est ainsi que l'Internet a pensé que cette personne était le fondateur alors qu'elle ne l'était pas. Mais cela a éveillé notre curiosité maintenant. Je dirais qu'au mieux, nous sommes confus à propos de cette entreprise, car nous voulions simplement revenir en arrière et déterminer qui étaient les fondateurs. Eh bien, c'est juste pas de chance pour nous. Une société a été créée en 1997, donc vous ne pourrez pas obtenir ces documents de création de LLC. En général, on peut trouver des documents de LLC, mais ils n'ont commencé à les numériser qu'au début des années 2000. Donc, vous n'allez rien obtenir qui vous permette de voir les véritables documents de création. Vous pouvez voir les modifications qu'ils ont apportées au début des années 2000. Vous pouvez voir qui est le gérant ou le président. Tout ça, nous l'avons trouvé, mais j'aimerais vraiment trouver ces documents de création de base. Et pour les obtenir, il faut se rendre quelque part en personne. Et je suis certain que je ne pourrais pas mettre la main là-dessus. Autre chose qui était vraiment intéressante en enquêtant sur Caldera Engineering, c'est qu'ils ont choisi, dans les toutes premières années de leur entreprise, d'utiliser un avocat pour des questions de marque déposées en Arizona, n'est-ce pas? Et je regarde ces premiers documents et je me dis, attends une seconde, je connais cet avocat. Cet avocat m'a été présenté par Tyler Boyer de Turning Point USA. J'ai travaillé avec cet avocat. J'ai payé cet avocat. C'est dingue. Alors, quel est le lien entre l'Utah et Phoenix? Je ne sais pas. On peut utiliser un avocat n'importe où, mais généralement, quand on crée son entreprise, c'est peut-être un ami, je ne sais pas. Mais maintenant, j'ai plein de questions sur Caldera Engineering. Donc, si vous avez des informations, est-ce que vous pouvez trouver quelque chose à leur sujet? Ou peut-être que vous êtes ingénieur et que vous vous dites, en fait, j'achète leur van depuis 20 ans. En fait. Et elles sont fantastiques, elles fonctionnent très bien. J'aimerais avoir votre avis. Encore une fois, plus d'astuces sur CandaceOwens.com. Très bien. Quelques mises à jour pour vous. Nous recevons tous vos emails. Je veux vous dire que nous travaillons sur tout. D'accord? C'est comme une enquête qui ne s'arrête jamais. Ce sont juste des trains qui avancent lentement au fur et à mesure que nous obtenons des réponses. Et comme je l'ai dit, même ça, je l'ai gardé pour moi un moment
attendant de voir comment les gens réagissent et ce qu'ils disent, parce que j'ai besoin de savoir qui est coupable de quoi. Je ne sais pas, mais j'ai besoin d'observer les gens mentir. Maintenant, il y a un sujet dont je n'ai pas beaucoup parlé, mais je veux que vous sachiez que nous continuons d'y travailler. Ce sont les 2 avions ce jour-là, n'est-ce pas? L'un d'eux étant l'avion que les gens ont reconnu comme étant militaire. C'est l'avion avec le numéro d'immatriculation N1098L. Donc, cet avion est parti du Texas, est allé jusqu'en Utah à peu près au moment où Charlie a été assassiné. Il est descendu très bas. On ne sait pas vraiment pourquoi cet avion a été envoyé là-bas. Mais le fait que cet avion ait été utilisé par l'armée a, à juste titre, alerté les gens sur le fait qu'ils pouvaient avoir certaines informations. Cet avion pouvait avoir connaissance de ce qui allait se passer. Mais une chose que je veux clarifier pour vous, c'est que cet avion était sous contrat. Vous avez remarqué qu'il appartenait à LaSalle Aviation LLC. Nous attendons plus d'informations, mais je voulais juste vous faire savoir que vous reconnaissez que c'est étrange. C'est bien arrivé. Il n'y a aucun doute. Je le dis depuis le début, c'était une opération militaire. C'est très évident. Plus on creuse, plus il est évident qu'il s'agissait d'une opération militaire. Il est donc logique que vous ayez un avion que l'armée utilise certainement. Qui pourrait louer ce genre d'avion? Maintenant, ce serait une question très facile à laquelle Kash Patel pourrait répondre. Et Kash Patel, le plus transparent de tous, sauf quand il s'agit d'Epstein. Qu'est-ce qu'il en est de cet avion? Tu sais sûrement qui a loué cet avion. La réponse. Si tu es transparent, ce sera du genre « Oh, juste une coïncidence ». Tu sais, juste une coïncidence. Quelqu'un a décidé de faire un vol de vacances du Texas au-dessus de l'Utah, de faire un petit tour en cercle et de rentrer chez lui. Ça arrive tout le temps. Tu sais, quand tu t'ennuies et que tu as une somme d'argent incroyable, c'est ce que tu fais. On n'aura pas ces réponses de la part de Kash Patel à propos de cet avion. On n'a même pas de réponse claire concernant l'autre avion. C'est l'avion où Derek Maxfield, sa femme Charlene Maxfield, ils ont vendu une entreprise de cosmétiques pour des milliards, je crois. Et maintenant, ils dirigent simplement une organisation de trafic sexuel humain dans l'Utah. C'était cet avion-là. Je ne m'en souviens plus. 888, c'est ce dont je me souviens en fait. Et il semblait que cet avion était parti. Il est allé à Page, en Arizona, et il semble que le transpondeur ADSB se soit éteint. Or, ce que Kash Patel nous a dit est différent de ce que Derek Maxfield nous a dit. Derek Maxfield? Sur Instagram, il a précisé que le centre de contrôle aérien était d'accord avec eux pour qu'ils arrêtent le transpondage. Kash Patel affirme que l'avion n'a jamais cessé de transponder. Donc je ne sais pas quelle est la vérité et je ne prétends même pas que nous la connaîtrons un jour. Ce que je peux vous dire, c'est que l'enquête que nous avons menée en privé a soulevé plus de questions que de réponses. Évidemment, plusieurs pilotes, des personnes qui travaillent dans ces aéroports, des gens qui s'intéressent à cette histoire nous ont contactés et j'en suis reconnaissant. Plusieurs personnes ont confirmé que cet avion était un peu étrange ce jour-là. Il était censé atterrir à Page, en Arizona, au millionnaire FBO. À la dernière seconde, il a changé de plan. Comme vous le savez, un FBO est simplement un terminal privé. Donc, si vous êtes dans un aéroport public, vous allez au terminal 7. Si vous voyagez en privé, vous allez au FBO et il porte un nom. Donc, cet avion était censé atterrir dans un FBO appelé Millionnaire. À la toute dernière seconde, enfin, vraiment à la dernière seconde, cet avion a décidé de changer et de dire « Nous allons plutôt atterrir chez Signature, un autre FBO. » Apparemment, il a atterri chez Signature. C'est ce qu'on nous a dit, c'est en tout cas ce qu'on nous a clairement affirmé. Mais il y a quelque chose de louche à ce sujet, parce que lorsque des gens ont essayé de se renseigner, quelqu'un de ce FBO a d'abord dit « Oh oui, vous avez fait plusieurs allers-retours ces derniers jours. » Et puis cette personne a dit « Je ne sais pas de quoi tu parles. Aucun avion n'a jamais atterri ici. » Quoi? Plusieurs personnes me l'ont confirmé. Il y a quelque chose de très inhabituel dans ce vol. Ils gardent des informations sur ce vol. Cela n'a aucun sens pour moi. Je n'aime pas que les fédéraux protègent les informations des FBO. Nous avons des agents fédéraux qui gardent Dairy Queens. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Avez-vous besoin que votre glace soit protégée? Que se passe-t-il? Sérieusement, les gars, il faut juste abandonner. Ça finira par sortir. Quoi que ce soit, ça finira par sortir. Il faudrait, et je ne vous en croirais pas incapable, il faudrait vous débarrasser de nous tous.
Il y a environ 7 milliards de personnes que vous devriez nettoyer ethniquement maintenant si vous voulez qu'on oublie l'histoire de Charlie Kirk. Personne ne va l'oublier, d'accord? Pas les experts en balistique sur YouTube que nous écoutons tous. Mais non, personne ne va laisser passer celle-là parce que, et d'ailleurs, c'est de votre faute. Je ne sais pas. À qui est venue l'idée sadique de faire de ça une exécution publique? Mais laissez-moi vous dire où vous avez fait l'erreur, d'accord? En 1963, lorsque JFK a été assassiné, les gens ne l'ont pas regardé sur TikTok. La plupart des gens en ont surtout lu des articles, puis les autorités ont menti à ce sujet et ils en ont entendu parler. Mais si on avait pu nous faire regarder ça en direct dans le monde entier, vous nous auriez tous traumatisés. Et pas de la façon dont vous l'aviez prévu. Vous vouliez nous traumatiser et peut-être alors nous rendre craintifs et apeurés. Et oui, c'est ce qui s'est passé. Ensuite, vous nous avez rendus vraiment en colère que la corruption puisse exister ainsi, de façon aussi flagrante et en pleine face, nous regardant comme si nous n'étions rien. Et qu'est-ce que vous allez faire à ce sujet? C'est ça l'attitude. Qu'est-ce que vous allez faire à ce sujet? Vous vouliez nous traumatiser et puis, du jour au lendemain, retourner la situation, nous regarder droit dans les yeux et dire « Comment osez-vous poser des questions ?» Les gens sont en deuil. Oui, nous sommes en deuil parce que vous avez assassiné Charlie Kirk devant le monde entier. Si vous aviez fait semblant qu'il avait glissé et était tombé sur de la glace en hiver, peut-être que vous n'auriez pas eu cette réaction, mais vous avez attiré notre attention parce que vous l'avez délibérément cherché. Vous vouliez cela pour une raison sadique quelconque. Vous vouliez que ce soit une exécution publique, et cela me dérange. Alors vous récoltez ce que vous semez, d'accord? C'est la génération Internet. Vous avez des TikTokers qui posent des questions. Vous avez nos gars de l'armée. Vous avez nos experts en balistique. Vous avez les médiums de TikTok. Vous avez tout le monde. Nous sommes tous là, d'accord? C'est comme une classe de lycée. Il y a toutes sortes de personnages ici, mais c'est nous qui menons la danse, d'accord? C'est nous qui dirigeons. Et on ne va pas être gentil avec les remplaçants que vous essayez de mettre là pour calmer la situation. Non, on ne va pas faire ça, d'accord? On ne va pas se calmer. On est vraiment énervé et on va le rester. Bref, je vais vous donner aussi une mise à jour à propos de Josh Hammer. C'est un idiot. Il est vraiment idiot. Avant tout, c'est juste drôle. J'aurais dû le sortir. Il a aussi parlé de son livre. Il a publié une déclaration à propos du week-end de retraite. Josh Hammer ment tout le temps comme il respire. Et donc, il publiait une déclaration sur à quel point la retraite dans les Hamptons était merveilleuse et que lui et Seth Dillon n'avaient absolument pas mis Charlie sous pression sur quoi que ce soit. Et dans cette déclaration publique, il a encore mentionné son livre. Il a dit un truc du genre « Moi, je suis venu dans les Hamptons parce que Charlie voulait que j'apporte des exemplaires dédicacés de mon livre. » Franchement, c'est délirant. Cet homme, c'est toujours le bon moment pour Josh Hammer de faire la promo de son livre. C'est quand même incroyable. Quoi qu'il en soit, sa réponse d'hier à notre épisode a été de publier des messages textes entre lui et Charlie après l'appel. Super. Cela nous permet de savoir que l'appel a eu lieu exactement au même moment où nous pensions qu'il se produirait réellement dans notre chronologie, ce qui devait être un appel en soirée avant qu'il ne tweete l'exécution publique dans cette fenêtre de 3 heures. Mais ce sont les messages. Nous devrions les lire. Charlie Kirk, merci pour votre aide, les gars. Une réponse tout à fait standard que vous dites quoi qu'il arrive. Point d'exclamation. Et ensuite, je suppose que c'est Josh Hammer qui répond et dit « Bonne chance pour le début de la visite du campus. N'hésitez pas à me dire ou à nous dire à tous comment nous pouvons aider. Au fait, quelle est ta première étape demain? » Et j'ai l'impression que c'était bizarre, parce que j'ai l'impression que toute son histoire était que Charlie le contactait parce qu'il voulait de l'aide pour renforcer son argumentation. Il avait besoin de conseils parce qu'il aimait tellement Israël qu'il disait « Donnez-moi les meilleurs arguments pour que je puisse aller là-bas et défendre l'État. » Et je sais qu'il y a quelques heures, j'étais vraiment en colère. J'ai dit « J'en ai fini avec le lobby pro-Israël, mais maintenant je t'aime tellement que je veux juste t'appeler au téléphone et que toi, qui n'as pas pu me battre dans un débat, m'apprennes à débattre. » C'est ce qu'il nous a dit. Donc on est censé croire qu'il ne savait pas où Charlie débattait, alors que c'était justement le sujet de l'appel. Je ne sais pas. J'ai l'impression que tu pourrais peut-être savoir et que ça a pu être mentionné lors d'un appel où tu le préparais pour son débat de demain, où exactement il allait débattre demain.
Tout ce que je sais, c'est que Josh Hammer est un idiot à qui on ne peut pas faire confiance et qui ment comme il respire. Je veux vraiment aborder le sujet d'Israël. Il y a eu une très bonne vidéo est sortie. En fait, parlons d'abord de l'accord de paix entre Israël et le Hamas qu'ils essaient de nous imposer. Maintenant, si vous lisez les gros titres, un accord de paix, comme on l'appelle, a été conclu entre Israël et le Hamas. Oh mon Dieu. Parce qu'ils ont décidé qu'il y aurait des phases et qu'Israël allait retirer partiellement ses troupes de Gaza et que le Hamas allait libérer les otages restants. Et cela, bien sûr, après tout ce qui s'est passé le 7 octobre. N'oubliez pas le 7 octobre. Et oui, comme des centaines de milliers de Palestiniens sont portés disparus. Et oui, ils ont détruit 85% de Gaza. Et ils vont essayer de nous faire croire que nous avons atteint la paix. Au centre de tout cela, il y avait Steve Witkoff et Jared Kushner. Ils sont arrivés mercredi matin pour représenter les États-Unis. Des négociateurs d'Israël et du Hamas, ainsi que des médiateurs du Qatar, d'Égypte et de Turquie ont également participé. Et on est censé se dire « Waouh, c'est incroyable ». Trump a publié une déclaration sur Truth Social ici. Je suis très fier d'annoncer qu'Israël et le Hamas ont tous deux approuvé la première phase de notre plan de paix. Cela signifie que tous les otages seront libérés très bientôt et qu'Israël retirera ses troupes jusqu'à une ligne convenue. Comme les premières étapes vers une paix forte, durable et éternelle où toutes les parties seront traitées équitablement. Je n'arrive même pas à finir parce que ça me rend malade qu'ils pensent qu'on est aussi stupide. 85% de Gaza a été détruit dans cette démolition contrôlée et planifiée à l'avance de Gaza. Yipin Netanyahou est filmé explicitement avant le 7 octobre, en train de dire qu'il faut les frapper si fort qu'ils ne pourront pas revenir. Jared Kushner est impliqué. Il va en tirer un bénéfice financier, peu importe ce qu'ils construiront à la place. Encore une fois, tout cela a commencé avant le 7 octobre, n'est-ce pas? Donc, on est censé croire que ce n'est pas simplement, la routine habituelle, on a fait ce qu'on avait à faire, et maintenant on peut commencer la phase 2, mais on est censé les remercier. On est censé remercier les monstres qui ont fait ça. Vous avez vraiment le cœur de dire merci. Merci à Jared Kushner, Donald Trump et Bibi Netanyahu, qui ne sont que des partenaires d'affaires jouant un rôle, convaincus que nous sommes tous tellement stupides. Je veux dire, repassons l'extrait de Jared Kushner lorsqu'il s'est assis à Harvard, Opération Assad, pour parler de leurs objectifs. Nous sommes le 15 février 2024. Écoutez bien. Il y a de vraies craintes du côté des Arabes, et je suis sûr que vous en parlez avec beaucoup d'entre eux qui pensent qu'une fois que les Gazaouis auront quitté Gaza, Netanyahou ne les laissera jamais revenir. Peut-être, mais je ne suis pas sûr qu'il reste grand-chose de Gaza à ce stade. Donc, vous savez, même si on réfléchit à la notion même de Gaza, Gaza n'était pas vraiment un précédent historique, n'est-ce pas? C'était le résultat d'une guerre, non? Il y avait des tribus qui étaient à différents endroits, mais ensuite Gaza est devenue une entité. L'Égypte, vous savez, l'a contrôlée autrefois. Et puis, au fil du temps, différents gouvernements sont arrivés de différentes manières. Donc, il y a une autre guerre. Vous savez, généralement, quand il y a des guerres, les frontières changent historiquement au fil du temps. Et donc, mon impression, c'est que je dirais, comment pouvons-nous gérer la menace terroriste qui existe là-bas afin qu'elle ne puisse pas représenter une menace pour Israël ou pour l'Égypte, n'est-ce pas? Je pense que les deux camps dépensent une fortune dans le domaine militaire. Je pense qu'aucun des deux camps ne souhaite vraiment avoir, vous savez, une organisation terroriste enclavée juste entre eux. Et le littoral de Gaza, c'est un bien immobilier qui pourrait avoir beaucoup de valeur si les gens se concentraient sur le développement, vous savez, des moyens de subsistance. Quand on pense à tout l'argent qui a été investi dans ce réseau de tunnels et dans toutes les munitions, si cela avait été consacré à l'éducation ou à l'innovation, on imagine ce qui aurait pu être accompli. Donc je pense que c'est une situation un peu malheureuse là-bas, mais du point de vue d'Israël, je ferai de mon mieux pour évacuer la population puis nettoyer la zone. Mais je ne pense pas qu'Israël ait déclaré qu'il ne voulait pas que les gens reviennent s'y installer par la suite. Au fait, Trump veut un prix Nobel de la paix pour le nettoyage ethnique planifié afin qu'il puisse tirer profit de la terre et la transformer en station balnéaire. Alors laissez-moi dire ceci. C'est notre plus jamais ça, d'accord? C'est un holocauste. Un holocauste vient d'avoir lieu. Un véritable holocauste vient d'avoir lieu. Nous n'oublierons jamais cela. Vous devez raconter à vos enfants ce qui s'est passé à Gaza. Vous devez leur dire exactement qui en est responsable, exactement quelles familles ont été impliquées dans cela. Et quand, à l'avenir, vous entendrez quelqu'un vous dire « On va à la plage de Gaza pour les vacances »,
Vous devez les regarder comme s'ils étaient la pire vermine de notre société, parce que c'est ce qu'ils sont vraiment. Leurs enfants seront maudits, d'accord? Si tu vas jouer dans le sable en sachant que tes ancêtres ont planifié le massacre d'enfants, tu seras maudit. Toute personne qui mettra le pied là-bas, toute famille destinée à hériter de ce qu'ils ont fait, sera maudite. Les enfants de vos enfants seront maudits. Gaza n'appartient à personne d'autre qu'aux Palestiniens. Alors, quand vous commencerez à y installer les Israéliens, et quand l'hôtel Trump sera construit là-bas, je préviens le reste du monde de rester loin de cette terre maudite, car quelque chose arrive. On ne peut pas commettre autant de mal en plein jour et penser que cela ne finira pas par vous hanter. Quoi qu'il en soit, que Dieu vous bénisse, qu'il reçoive son prix Nobel de la paix. Pour revenir à ce point, évidemment, je voulais voir ce que les gens pensaient des messages textes. Et c'était vraiment drôle. Je suis tombée sur un extrait de Matt Walsh, que j'adore. C'est très drôle. Et il disait à propos des messages de Charlie Crook qu'il pensait en fait qu'ils étaient faux, parce qu'il disait qu'il n'arrivait pas à croire à cette phrase qui semblait trop évidente. Il disait « J'ai vraiment pensé qu'il n'y avait aucune chance que Charlie quitte jamais le lobby pro-Israël, avant tout à cause de son soutien à Israël. » Il aimait tellement ça. Donc c'est comme si tu avais vraiment dû faire beaucoup pour qu'il écrive réellement cette déclaration qui semblait trop évidente à Matt Walsh dans ce message. Je n'ai pas d'autre choix que de quitter la cause pro-Israël. Et de toute façon, il a donné un conseil très sage qui ne sera pas suivi par les Josh Hammer de ce monde sur ce que cela signifie vraiment, que ton comportement est même éloigné Charlie Kirk. Écoutez ce que Matt Walsh avait à dire. Et à un moment donné, si vous êtes du côté pro-Israël, vous devez vraiment être honnête avec vous-même et vous livrer à une véritable réflexion et analyse personnelle. Vraiment. Parce que vous êtes en train de perdre le débat. Je veux dire, vous êtes tout simplement en train de le perdre. C'est la réalité. Et je n'ai jamais vu aucun camp dans un débat perdre autant de soutien aussi rapidement. Je n'arrive pas à penser à un autre exemple de ce genre. Et si vous êtes de ce côté-là, vous devez avoir le courage et l'humilité de vous demander ce que vous faites de mal. Il n'est jamais trop tard pour dire que Kanye avait raison. Jamais trop tard. Et j'aimerais dire que Kanye avait raison. C'est une question de comportement. C'est leur façon de traiter les gens. Ce sont des déclarations comme celle-ci, faire semblant d'améliorer les choses alors qu'on procède à un nettoyage ethnique prémédité. Nous sommes meilleurs. Nous devrions recevoir un prix Nobel. Ça touche à sa fin. On peut le sentir. Comme je l'ai dit, à moins qu'ils n'aient un plan, et peut-être qu'ils en ont un, pour tuer 7 milliards de personnes, notre mémoire ne leur permettra pas de simplement passer à autre chose après ce qui s'est passé ici, un véritable mal. Bref, avant de passer à certains de vos commentaires, je vois que nous arrivons presque à 1 heure. On va passer à quelques-uns de nos autres sponsors. Bon, les gars, qu'est-ce que vous avez en tête? Je vous donne beaucoup d'informations, plus à venir. Tout d'abord, nous avons Petralab. Elle écrit « Candace est le vrai Liam Neeson dans le film Taken. Il possède des compétences particulières comme énoncer des mensonges, connaît les autorités, n'est pas digne de confiance et est déterminé à découvrir qui a trahi Charlie. Liam ne ferait pas confiance aux autorités pour retrouver ses filles. » Continue, Candace. Ouais, il faut être fou pour faire confiance aux autorités. Dès que quelqu'un dit « Nous faisons simplement confiance aux autorités », suspect sur la liste. Comment ça on fait confiance aux fédéraux? Depuis quand on fait ça? Mary Go Wrong écrit « C'est très drôle. » Marie va mal. Continue à dire la vérité, Candace. Merci beaucoup. Julie G écrit « J'ai passé quelques heures par jour à vous défendre sur X et je suis vraiment honorée de l'avoir fait. Ils sont devenus un peu plus silencieux ces derniers jours. Le lien spécial que tu partageais avec Charlie est évident dans de nombreuses vidéos. La vérité triomphera. Merci Julie. Aussi, ne perds pas ton temps. Au cas où tu ne le saurais pas, il y a comme des fermes de bots militaires sur X, ce qui est nul, mais c'est la réalité. Donc tu ne te bats même pas contre de vraies personnes. Ils dominent vraiment sur X, beaucoup moins sur Facebook. Il y a un peu plus de vraies personnes sur Instagram. Il y a plus de vraies personnes, mais ils ont aussi des fermes de bots là-bas. Radical Rat écrit « Merci beaucoup pour ce don. » Bonjour fans musulmans américains ici. Dans l'esprit d'amitié entre nos religions, voici un extrait du Coran où Jésus, parlant bébé pour défendre l'honneur de Marie, dit « Je suis le serviteur de Dieu. Il m'a donné l'écriture et m'a fait prophète. Et il m'a béni où que je sois.
Dieu est mon Seigneur et votre Seigneur, alors adorez-le. Je pense que nous réalisons tous en ce moment l'immense besoin d'une foi véritable. Et j'avais en quelque sorte tweeté il y a quelques jours que l'on peut percevoir une faille dans l'armure de la tromperie. Nous découvrons par exemple qu'énormément d'argent a été investi dans ces programmes judéo-chrétiens, ce dont je parlais justement avec Charlie, car il s'intéressait beaucoup au catholicisme. Donc c'est intéressant de constater cela. Je pense effectivement que la communauté évangélique le ressent. Et dites-moi si vous êtes d'accord, mais les gens commencent à se demander, par exemple, pourquoi mon pasteur? Et encore une fois, ce n'est pas tous les pasteurs, mais il y en a trop qui montent sur scène et prêchent à propos de Megyn Kelly et Tucker Carlson. Cela soulève des questions plus larges. Et je pense qu'au final, tout cela est positif. Le fait que la question de la foi soit au centre de nos préoccupations dans le monde entier est une bonne chose. Une sœur écrit « Continue comme ça, Candice. Des personnes comme toi représentent l'espoir pour ces deux petites filles sur cette photo. Que Dieu te bénisse et te protège. Je prie pour toi et ton équipe avec amour. » Depuis l'Est du Texas. Merci beaucoup. 8 Birds écrit « Plus j'écoute Candace Owens, plus j'ai envie qu'elle soit folle. Et plus les gens me disent qu'elle est folle, plus j'ai envie de l'écouter. Merci beaucoup. » Et oui, notre gouvernement est fou. Et le reste d'entre nous comprend évidemment cela et, par conséquent, on nous traite de fous. Si vous lisez l'histoire de Sigmund Freud, le livre de mon club de lecture, si vous ne pouvez pas rejoindre le club de lecture, ce n'est pas grave. Vous devriez lire L'assaut contre la vérité pour comprendre à quel point ces gens sont capables d'inventer, de raconter des mensonges et pourquoi ils le font. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vous accusent toujours d'être fous lorsque vous découvrez sur quoi ils mentent. Ils font cela depuis très longtemps. Candace, c'est venu de derrière. Tu n'as pas assez enquêté sur la plateforme d'Elon? Je peux te dire de façon définitive que le tir sur Charlie ne venait pas de derrière. Tu peux prendre ça ou le laisser. Tu peux toujours continuer avec ce récit. Tu peux penser que tu as vu ça. Je ne dis pas qu'un coup de feu n'a pas été tiré depuis l'arrière. Je ne dis pas ça. Comme je l'ai dit, je t'ai donné ma théorie. Je pense qu'il y a 2 tireurs. La blessure d'entrée se trouve à l'avant. La balle n'est pas ressortie. Tu cherches une arme plus petite, c'est comme ça que ces opérations doivent fonctionner. Il faut qu'il y ait plusieurs choses qui se passent en même temps. C'est fait pour te rendre fou. Et c'est pour ça que j'essaye de concentrer les enquêtes. Et tu sais, j'espère que vous me faites assez confiance pour savoir que j'ai fait énormément d'efforts avec plusieurs personnes. J'ai dû le confirmer de la bonne manière. Et je ne faisais pas confiance aux fédéraux. Brennan Jerby écrit « J'ai regardé tous les épisodes que tu as jamais faits. Même avant l'époque des WWA, tu es le meilleur ami que l'on puisse espérer. Charlie a de la chance. Je souhaite bonne chance à tes enfants quand ils essaieront de sortir en cachette à l'adolescence. Ils ne te passeront rien sous le nez. Tu n'as pas rencontré ma fille. C'est incroyable. » L'autre soir, cette petite m'a demandé de lui faire des couettes parce qu'elle n'arrivait pas à dormir. Et elle est sortie en disant qu'elle voulait juste être mignonne. C'est une raison ridicule. C'est une raison ridicule. Ce n'est pas vrai. Ça n'a aucun sens. Rien de ce qu'elle a dit n'avait de sens. Et me voilà en train de lui faire des couettes à 9 heures du soir, bien après son heure de coucher, simplement parce qu'elle voulait être mignonne. Les tout petits ont vraiment l'art d'éviter l'heure du coucher. Et c'est du grand art. C'est un niveau d'expertise. Née pour défendre la liberté, Candace. Je suis fan depuis 2018. J'ai enfin réussi à convaincre ma femme l'année dernière. Elle fait maintenant partie de ton club de lecture. C'est une fan fidèle. Et nous ne ratons jamais un épisode. On t'aime tellement. Dis-lui merci. On est clairement un peu déchaîné dans le club de lecture. Le club de lecture, tu sais, on y va franchement. On y va vraiment à fond, mais c'est amusant. C'est très détendu. Et tu sais que les gens sont prêts parce qu'ils ont lu le livre. Donc tu peux un peu accélérer, je dirais, pour amener les gens à réaliser à quel point les choses peuvent devenir mauvaises. Et c'est pour ça que je dis de lire L'assaut contre la vérité, de l'affronter. Et alors tout commencera à avoir du sens. Parce que tu vas te demander, comment diable nos systèmes scolaires publics à travers le monde ont-ils pu nous dire que Sigmund Freud était un homme merveilleux? C'est fou. Brittany Scofield, enfin, elle écrit « Je suis mère au foyer et j'instruis nos 6 enfants à la maison. Je suis tellement heureuse de voir que tu as commencé à faire l'école à la maison à tes enfants. Nous ne menons pas une vie luxueuse. Mon mari doit travailler d'arrache-pied, mais ça en vaut tellement la peine. La valeur que cela a déjà ajoutée à ma vie en seulement 2 semaines et le bonheur de ne plus avoir à presser les enfants pour sortir, mais de vraiment réorganiser les choses et de réaliser qu'ils vont apprendre et à quel point c'est drôle.
Ils enlèvent littéralement la joie de notre foyer et la prennent et transforment nos enfants en créatures malheureuses et misérables qui remettent en question, vous savez, nos parents sont horribles et ils sont éveillés. Et au moment où votre enfant termine, évidemment, le système scolaire et l'université, demandez-vous, que s'est-il passé? Et ce qui s'est passé, c'est que nous avons abandonné notre ressource bénie. Nous venons de le donner au système. C'est tellement faux. Enfin, je dois vous dire que ça marche. Tellement de mamans retirent leurs enfants de l'école qu'ils essaient maintenant de faire passer des lois contre l'instruction à domicile. C'est incroyable. Je veux dire, ce n'est pas incroyable d'essayer de faire passer des lois, mais c'est incroyable qu'ils ressentent la pression, ce dont je parlerai évidemment davantage dans les semaines à venir, et j'expliquerai exactement ce que nous faisons et comment nous le faisons. Nous sommes encore en train de comprendre tout ça. Mais chaque jour est une nouvelle aventure. Et j'espère inspirer les gens à franchir le pas. Vous trouverez comment faire. Les êtres humains sont adaptables. Et je peux vous le dire, c'est le cas bien plus gratifiant. Bref, les amis, je pars en vacances. Je vous aime. Envoyez-moi vos astuces, si vous en avez sur les sujets dont nous avons parlé aujourd'hui, à tipsycandiceowens.com ou moretips@candiceowens.com. Je serai évidemment aux aguets. Je vais assembler d'autres pièces. Comme je l'ai dit, cette enquête est en cours et je m'attends à ce qu'à notre retour, j'ai des révélations encore plus explosives car vous faites absolument cela pour Charlie Kirk. Nous n'oublierons pas. D'accord, 9 à 10. Nous n'oublierons pas le 9-10, surtout pas tant qu'il n'aura pas été résolu. Alors si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez évidemment rejoindre notre agence de renseignement décentralisée. C'est vraiment parce que des gens du monde entier ressentent à quel point cela était malfaisant et corrompu qu'ils se joignent à nous et transmettent des informations quand ils le peuvent. Nous vous protégerons toujours. Achetez-vous un chapeau, achetez-vous un t-shirt, rejoignez l'agence de renseignement décentralisée. Et je me sens optimiste. Les amis, nous allons résoudre cette affaire.